Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte Dutreuil. Ah, c'est bon. Allez. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs. Hier avait lieu la journée de la citoyenneté en Nouvelle-Calédonie, une date sous tension puisqu'elle commémore le début des liens entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Si l'ensemble de la journée est resté plutôt calme, on note néanmoins des conflits dans la zone du Mont-Doré, bloqués par un groupe d'indépendantistes, ainsi que dans la zone de Tindouf. La gendarmerie et la police locale ont dû intervenir en tirant notamment des grenades de désencerclement. L'armée française envoyée sur place n'a quant à elle pas eu à intervenir, nous confie un contact militaire sur place. Pour dresser le bilan de cette journée de fête transformée en journée de revendication, nous recevons ce matin Jean-Claude Martinez, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques à l'université de Paris-Assas. Il a été 22 ans député national et européen, auteur du livre Nouvelle-Calédonie, quoi qu'il en coûte, la France doit rester, aux éditions Godefroy de Bouillon. Nous recevons également Emmanuel qui habite depuis 2004 en Nouvelle-Calédonie et qui a vécu 2 ans au milieu d'une tribu kanak. Et enfin Max-Awan Guestino, politologue diplômé en histoire et en relations internationales, spécialisé dans l'histoire des idées et de la philosophie politique, rédacteur en chef des pages politiques de la revue Limite et contributeur au Figaro Vox. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que vous nous entendez ? Moi, je vous entends. Oui, super. Alors Emmanuel, je vais commencer par vous, si vous le permettez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle a été du coup quelle est la situation sur place et comment s'est déroulée donc cette journée de la citoyenneté hier ? La journée hier s'est déroulée chacun chez soi le plus possible pour ne pas se déplacer. Dans le quartier où je suis, on est proche d'une zone avec des immeubles et où il y a souvent des mouvements et des heurts avec les forces de l'ordre. Donc on est resté surtout chez nous et on a dû éteindre un début d'incendie dans la rue qui avait été allumée, puisqu'en fait, quand on est sorti pour commencer d'éteindre en attendant que les pompiers arrivent, il y a une habitante qui a dit qu'elle avait vu 3 personnes passer dans la rue et allumer avec un briquet. Et en fait, le temps, on a toujours une espèce de phase de stupéfaction. Et, euh, et donc, le temps de se rendre compte qu'effectivement, c'est eux qui avaient allumé le feu, ils étaient partis, quoi. Donc voilà, avec les voisins, on a commencé à éteindre et puis après, les pompiers sont arrivés. Alors, ils arrivent toujours accompagnés de forces de l'ordre parce qu'ils ne savent pas où ils vont et que des fois, ils ne sont pas bien accueillis. Donc, on a vu, il y avait un véhicule de CRS là en ce moment, mais on voit un peu toutes sortes de choses avec des boucliers et tout. Donc, évidemment, là, ils n'avaient rien à faire. C'est une rue calme, mais on est juste à côté des tours de Magenta où on a réentendu la semaine passée plusieurs bruits de grenades de désencerclement au moment du couvre-feu qui avait été avancé à 18h. Vous redoutiez cette journée ou bien est-ce que vous finissez par être assez habitué à la situation qui dure maintenant, je le rappelle, depuis plus de 4 mois ? On s'habitue, c'est étonnant à quel point l'esprit humain s'habitue, c'est-à-dire que dans la semaine, on a entendu donc les bruits des grenades qu'on n'avait pas entendus depuis très longtemps et on a continué de dîner normalement alors que quand ça a commencé le 13 mai, on était forcément affolés, inquiets et on se disait qu'on allait passer la nuit à surveiller. Là, on a continué de dîner. Mon petit garçon de 3 ans et demi, il a dit j'ai peur, mais sur un ton très calme, comme s'il devait juste être. C'était normal qu'il dise qu'il ait peur, mais en fait, lui aussi, il a continué de dîner normalement. Donc, on s'habitue, et puis en fait, il n'y avait plus l'effet de surprise. Ouais. Donc, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe grand-chose. Il y a 6000 forces de l'ordre qui sont là, ce qui est juste impressionnant. Alors, ça coupe un peu, j'en profite pour donner la parole à Jean-Claude Martinez. Vous avez entendu donc le témoignage d'Emmanuel qui explique que justement, ils sont en train de vivre une espèce d'habituation à cette ambiance. Est-ce que vous pensez que la situation pourrait se pérenniser ? Est-ce que c'est souhaitable qu'il y ait une sorte de compromis avec peut-être un contre-pouvoir kanak justement qui émerge et puis que les choses s'installent et durent de la sorte ? Écoutez, d'abord, je voudrais saluer. Le contre-pouvoir, il existe. Allez-y, Jean-Claude Martinez.
Oui, d'abord, je voudrais saluer Emmanuel. J'ai écouté son récit. Je revis ce que j'ai vécu à Nouméa et dans l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie en 1985. Donc, est-ce que la situation peut se pérenniser? Vue par moi, elle a plus de 60 ans, cette situation. Ce que vit Emmanuel, je l'ai vécu en beaucoup plus grand. La journée de la citoyenneté, moi, j'ai vu des queues sur 200-300 mètres devant les établissements, le supermarché Balande, des gens venant où les femmes étaient habillées à l'époque en tricolore, si j'ose dire. Et je me souviens quand nous assiégions le commissaire français représentant la France, M. Pisani, en l'obligeant à aller dormir sur un bateau la nuit. Donc c'est une situation qui dure depuis 40 ans. Je vous fais cadeau d'Ouvéa, de la grotte d'Ouvéa, des dizaines de morts, et je vous fais cadeau du 19e siècle, tout ce que vous voudrez. Je compatis avec beaucoup de tendresse, d'affection à ce que vit le petit garçon d'Emmanuel qui dit j'ai peur. C'est vrai. Bon, mais une fois sorti de ces éléments-là, hein, qui sont du type de ce qu'on peut connaître dans les quartiers nord de Marseille, ou donc du type de ce qu'on peut connaître quand des banlieues flambent, etc. Bon. Quelle est la réalité? La réalité tient dans un carré qui n'est pas magique, qui n'est pas tragique. D'abord, il y a les faits. De quoi parle-t-on? On parle au maximum de 100 000 personnes, 100 000 personnes, c'est-à-dire la population de l'agglomération de Béziers. La population, l'agglomération de Béziers veut devenir indépendante parce que dans les vignes autour de Béziers, on a du nickel qui ne sert plus à rien parce qu'il est trop cher à exploiter, les usines du nord de la Nouvelle-Calédonie ferment, etc. Donc, 100 000 personnes, on ne parle pas, c'est encore moins que la population du Sahara occidental, et vous allez demander aux Marocains et à Rabat ce qu'ils pensent de l'indépendance du Sahara occidental. Donc on parle de peanuts. Déjà, la réalité statistique, bien sûr pour Emmanuel, bien sûr pour nos compatriotes caldoches et pour Kanak, et pour Mélanésiens, et pour Foutousiens, ce n'est pas rien, mais soyons sérieux, 100 000 personnes maximum qui jouent à l'indépendance. Deuxième élément, parce qu'on est dans un carré. Deuxième élément du carré, on est dans une enflure sémantique, un congrès pour 100 000 personnes, une assemblée nationale pour 100 000 personnes, des provinces nord, sud, et puis l'IFU de Dikukewé. Dikukewé était mon collègue député européen, il a été sénateur. Dikukewé, qui était un homme raisonnable, n'a jamais parti dans les folies, les délires indépendantistes. Donc, des faits dérisoires, des réalités démographiques et statistiques dérisoires, une enflure sémantique, l'indépendance, la tribu, Magenta. Moi, lorsque je venais amener des jouets aux petits-enfants en 1900, à la Noël 85, eh bien, ils étaient déjà au Mont d'Or, ils étaient déjà à la tribu, oui, la tribu aussi. Je rappelle, Emmanuel, c'est ça, une tribu, c'est une tôle ondulée avec 4 poteaux, et là-dessus, il y a 3, 4, 5 personnes avec de l'igname. Et un peu plus loin, il y a une autre tôle ondulée avec 4 poteaux. C'est ça dans la brousse. Donc, une réalité statistique dérisoire, une enflure sémantique, un scénario cinématographique. Bien sûr que le petit garçon d'Emmanuel, quand il entend des grenades, des encerclements, boum, boum, bien sûr qu'il a peur, et moi j'aurais peur, on aurait tous peur. Mais enfin, c'est un film qui se joue là-dedans, parce que des blindés de la gendarmerie, il y en a eu dans les banlieues, il y en aura partout. On n'est pas à Gaza, soyons raisonnables. Les grenades, boum, 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 c'est pas Gaza, c'est pas le Nord-Liban ou le Sud-Liban. Soyons raisonnables. Arrêtons ce cinéma indépendantiste. Et enfin, le point clé dont personne ne parle, de personne ne voit, nous sommes en face d'un archaïsme idéologique. Le concept d'indépendance, le concept de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est du Sheila, c'est les 60, c'est la résolution 1515 de l'ONU, décembre 1960. Mais 60 ans ont passé. Le monde d'aujourd'hui n'est plus au droit des peuples à indisposer les autres.
Nous sommes dans le monde de la mondialisation. Demandez à mes amis marocains ce qu'ils en pensent. Demandez à la Grande-Bretagne ce que le pensent des Malouines. Demandez au Sénégal ce qu'ils pensent de la Casamance. Demandez à Alger ce qu'ils pensent de l'indépendance de la Kabylie. Demandez à Madrid ce qu'ils pensent de l'indépendance de la Catalogne et nous de l'indépendance des Basques. Aujourd'hui, on sait qu'on peut abuser de n'importe quel droit et qu'il peut y avoir des abus de droit international, comme il y a des abus de droit constitutionnel, comme il y a des abus de droit fiscal. Or, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne peut pas fonctionner indépendamment du droit des autres peuples à ne pas être indisposés. Alors, les politologues, les juristes des universités cantonales doivent comprendre que la résolution 1515, elle est obsolète. C'est d'un autre monde. C'est d'un autre monde. Écoutez, je vais vous couper, Jean-Claude Martinez, parce qu'il faut donner la parole aux autres également. Max Erwan Guestino, vous avez entendu le discours de Jean-Claude Martinez sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Il parle d'un archaïsme idéologique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Écoutez, le concept de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a sans doute vécu. En tout cas, ce que l'on observe, c'est une affirmation idéologique, identitaire, économique, c'est-à-dire en un seul mot géopolitique, des pays du Sud. Et si vous avez aujourd'hui une recrudescence de la cause kanak, c'est lié à des raisons en effet tout à fait intérieures et qui ne sont pas nouvelles. En revanche, ce qui est relativement, et j'insiste sur ce mot nouveau, c'est le conglomérat d'influences étrangères qui appuie la cause kanak à partir d'un récit idéologique que vous trouvez aujourd'hui disséminé dans l'ensemble de ce que l'on appelle, même si le terme est, je trouve, impropre, le Sud global. On l'a observé dès le mois de mai, au moment des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas non plus, je dirais, en faire trop sur ce sujet, mais tout de même, c'est une nouvelle donne de l'ordre international dans lequel on voit la France et l'Occident observer tout un ensemble de difficultés. On voit bien qu'un petit pays comme l'Azerbaïdjan peut contribuer, je dis bien contribuer, à déstabiliser la France. Pourquoi ? Parce qu'il est aujourd'hui assez facile, au fond, de déstabiliser la France. Comme je l'écrivais dans le Figaro récemment, la France est déstabilisée car elle est déstabilisable à plus d'un titre. Premièrement, vous avez en effet une division infranationale qui est tout à fait inquiétante, que l'on retrouve en France métropolitaine, mais qui de fait aussi rejaillit sur les Outre-mer, puisque l'on sait très bien, et ça Samuel Huntington nous l'a enseigné, que les dérives séparatistes sont d'autant plus fortes dans les lieux où les différences culturelles recoupent la géographie. Et vous avez en effet, ça existe, et même s'ils sont minoritaires, on sait très bien que les minorités ont un poids beaucoup plus important que des majorités qui restent trop longtemps silencieuses. Il existe une identité forgée par l'histoire, par des blessures historiques, une identité kanak, par des traditions culturelles, qui fait que régulièrement, nous avons des poussées séparatistes. Et quand je constate ce type de revendication, je me demande toujours quel est le contre-récit que l'État français, l'État républicain offre pour tenir ensemble la nation française, qui est un ensemble de plus en plus disparate et hétérogène. Et je me dis que la Nouvelle-Calédonie est quelque part à la confluence de tout un ensemble d'errements, notamment un ensemble d'errements éducatifs, culturels, qui font que le projet national français est au fond, n'est pas aujourd'hui assez fort pour faire contrepoids tout un ensemble de récits sur lesquels appuie un ensemble de pays du Sud. Je parlais de l'Azerbaïdjan, on pourrait parler aussi de la Chine, qui convoite en effet les matières premières de la Nouvelle-Calédonie et qui appuie aussi ce récit anticolonial expliquant qu'aujourd'hui, l'heure est venue aux peuples colonisés de prendre leur essor et de prendre leur revanche sur un Occident impérieux. Et puis enfin, je dirais aussi, il y a des errements économiques, ça a été aussi quelque peu évoqué par M. Martinez. Une partie de l'île est au chômage, une autre partie vit d'une filière nickel en difficulté, qui fait face à une concurrence internationale très forte, venant de l'Indonésie notamment, qui est aussi, cette crise de la filière nickel, la conséquence d'errements purement français. On voit bien la difficulté de la France depuis un grand nombre d'années à mettre en œuvre une stratégie adéquate pour réindustrialiser le pays, l'ensemble de la nation française, et puis pour aussi doper la compétitivité de nos entreprises. Et on ne peut pas parler de la filière nickel sans parler de la hausse
des coûts de l'énergie. Et cette hausse des coûts de l'énergie, notamment de l'électricité, elle est aussi la conséquence de décisions économiques et géopolitiques françaises. Et donc moi, je dirais que certes, il y a une cause kanak qui n'est pas nouvelle, mais elle est aussi l'expression d'un ensemble d'errements nationaux sur lesquels il devient urgent de nous pencher, quand bien même les revendications de la Nouvelle-Calédonie seraient le produit de minorités quand même très actives. On a finalement beaucoup à apprendre de cette crise. Emmanuel, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ces propos, justement? On comprend que, alors, il y a près de 6000 policiers et gendarmes qui ont été envoyés sur place pour cette journée de la citoyenneté. Finalement, on envoie des hommes, on envoie on envoie des moyens en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce que nous explique Max Erwan Gastineau, c'est qu'il y a avant tout besoin d'un discours pour pouvoir recréer une forme d'unité et reproposer finalement presque une idéologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Mais je suis aussi d'accord avec ce que dit Monsieur Martinez. C'est vrai que on est loin d'être, on n'est pas encore en danger de mort et j'espère qu'on ne le sera pas. La différence, par exemple, avec Béziers, c'est qu'on est un État insulaire. Donc, il n'y a rien autour de nous. Il y a quand même 10 000 personnes qui sont complètement isolées du reste du pays, qui n'ont pas d'accès routier parce qu'il y a une seule route et qu'elle est fermée par les gendarmes parce qu'ils n'arrivent pas à assurer la sécurité sur cette route. Donc ça, c'est quand même la grosse différence et c'est difficile à s'en rendre compte pour un Français continental de ce que c'est quand même la vulnérabilité de vivre sur une île. Après, je suis tout à fait d'accord, l'État, pour l'instant, apporte une réponse qui doit lui coûter beaucoup d'argent. Parce que ça fait déjà 5 mois qu'ils sont là et ils sont nombreux. Il y a évidemment un récit à recréer, mais l'État est toujours... à mon avis, l'État laisse les partis loyalistes et indépendantistes discuter entre eux. Si on en est arrivé là, c'est parce que l'État leur a dit proposez quelque chose pour la suite des accords de Nouméa et nous, si vous avancez pas, on agira juste sur le corps électoral parce que c'est une obligation constitutionnelle. Mais on est forcé de constater que les indépendantistes ont joué la politique de la chaise vide, donc rien n'a avancé. Et depuis le 13 mai, politiquement, quasiment rien n'a avancé non plus. Pour l'instant, on n'est que dans la réponse d'ordre public et pas du tout dans la réponse politique. Les décideurs locaux, les politiques locaux vont chercher à Paris des sous parce qu'ils en ont besoin. Je veux dire, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie devient de plus en plus un désert médical. Les gens ne vont pas mourir par arme à feu, ils vont mourir et ils meurent par défaut d'accès aux soins. Et puis, il y a des milliers de personnes qui sont au chômage. Et si l'État arrête de financer le chômage, ils vont mourir de faim, en fait. Ouais. Jean-Claude Martinez, concernant cette situation économique qui, pour certains, justement, est très lourde pour la France et ce qui alimente certains discours qui viseraient à dire, bah voilà, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, ça nous coûte cher. Alors, ça nous coûtait déjà cher initialement, mais alors maintenant, quand il faut en plus envoyer des forces armées là-bas et des moyens pour essayer de réprimer une crise, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux lâcher la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que vous répondez justement à ces gens, Jean-Claude Martinez? Bien, je réponds dans une situation absurde. Ce n'est pas une situation tragique, c'est une situation absurde. Et la question qui se pose est la suivante. C'est pas la question, oui, non, les minorités agissantes, et puis les discours, et puis les récits, et tous ces bavardages sémantiques. La question est, oui ou non, voulons-nous donner la Nouvelle-Calédonie à la Chine pour qu'elle complète son art mélanésien avec le Vanuatu, qui était français, condominium Nouvelles Hybrides, avec les Fidji, avec les Tonga et avec l'ensemble de l'art mélanésien. C'est ça la question. Il ne peut pas y avoir d'État caldoche, bien sûr, mais d'État mélanésien et d'État néo-calédonien. Il n'y a pas d'État au Mali, parce qu'il n'y a pas une structure. Il y a à peine un État en Algérie. Il n'y aurait pas d'État Polisario. Et donc, on ne peut pas créer dans un monde qui devient immense, dans un monde où tous les problèmes sont sur des orbites planétaires hautes, on ne peut pas créer de pseudo-micro-États à partir d'un récit. Béziers peut faire aussi un récit. Le nord de la France a fait 1 million de massacres Béziers, y compris en brûlant les gens dans la cathédrale au XIIIe siècle.
Bien sûr qu'on peut créer un récit. Je peux fabriquer tous les récits et tous ces bavardages que l'on voudra. Et Ménard peut décider, avec de justes raisons, qu'il y avait une identité bitéroise. Il y avait une langue bitéroise. Il y avait une langue de l'Occitanie. Il y avait une littérature de l'Occitanie qui valait bien la littérature du nord de la France. Mais enfin, on vit dans un monde où les problèmes climatiques, économiques, stratégiques, de drogue, sont sur des orbites planétaires hautes et on ne va pas fabriquer des États confettis à longueur de journée. Et donc, bien sûr qu'Emmanuel va être acculé à quoi? Eh ben, elle va être acculée comme les gens du Mozambique. Déjà, depuis l'aéroport, la Tontuta ou je ne sais pas quoi, ça décolle pour partir et ça finira comme le Mozambique et comme la Rhodésie. Et c'est ça l'objectif, non pas de M. Barnier, mais de tous les chefs d'État qui se sont succédés. C'est à terme, on va laisser mourir, on va laisser pourrir. Alors bien sûr, on aura une citoyenneté de Nouvelle-Calédonie, mais arrêtons, il n'y aura pas de citoyenneté de Nouvelle-Calédonie. Il y aura nos amis Kanaks, 80 000, qui feront comme au Mozambique et qui feront un État failli. Et donc, ce sont les dirigeants français qui fabriquent un problème qui n'existe pas. Il faut une semaine pour régler l'affaire du Mont d'Or, pour régler l'affaire des tours de Magenta. Même pas une semaine. Alors redescendons sur terre et non pas les bavardages que je viens d'entendre, la stratégie, le récit, fabriquer l'unité nationale. Mais c'est n'importe quoi. La France vit sous le condominium de l'Algérie et du Maroc. On veut la même chose pour la Nouvelle-Calédonie. Soyons raisonnables, redescendons sur terre et arrêtons ces raisonnements, ces enflures sémantiques que j'entends depuis un moment. Jean-Claude Martinez, on va laisser Max Erwan Guestino répondre si vous le voulez bien. Max Erwan Guestino, je vous laisse répondre déjà, Jean-Claude Martinez, et puis ensuite j'aurai une question justement sur ces influences étrangères et la façon dont d'autres pays pourraient s'approprier la Nouvelle-Calédonie si jamais nous la laissions vacante. Oui, alors bon, il ne peut pas y avoir d'État calédonien. Écoutez, je ne sais pas s'il y a un État français encore aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Non, il n'y en a plus, hélas. On ne fait que de la gestion de crise depuis un certain nombre d'années. Il n'y a aucune politique économique qui est mise en place. Dès lors qu'il n'y a pas de politique économique et que l'État français se trouve contesté dans sa légitimité, il y a un problème d'unité nationale. Et je suis très étonné qu'un agrégé nous explique que le sentiment d'appartenance à un État n'a aucune incidence sur l'harmonie intérieure d'une société. Par ailleurs, il y a une considération de la mondialisation qui est complètement, je dis bien complètement datée, puisqu'elle nous vient tout droit des années 90. L'idée selon laquelle les nations, les États, les querelles culturelles sur fond de sentiments d'appartenance nationaux sont derrière nous parce que nous vivons dans une mondialisation qui dépasse le cadre national, au sein desquelles des grandes gouvernances, des grandes organes de gouvernance internationaux vont nous permettre de résoudre des problèmes globaux, c'est le leurre que l'Occident, qui a causé la perte de l'Occident. Nous vivons dans un monde que l'Occident ne peut plus dominer, dans lequel les États-nations s'affirment à partir de leur identité, et ce n'est pas du bavardage, car c'est à partir d'une identité spécifique que vous pouvez dire sur la scène internationale: j'ai des intérêts spécifiques, et comme j'ai des intérêts spécifiques, je ne vais pas voter les résolutions qui sanctionnent la Russie, j'isole l'Occident. Conséquence, comme l'explique Dominique de Villepin, l'Occident est aujourd'hui plus isolé que la Russie sur la scène internationale. Nous sortons quelque peu du sujet de la Nouvelle-Calédonie, mais tant que la France restera perdue dans ces considérations dépassées de la mondialisation qui datent des années 90 et qui sont mortes le jour où elles sont nées, puisque dès lors que la Chine est entrée dans l'OMC, nous avons eu tout un ensemble de pays du Sud qui se sont affirmés en s'émancipant des leçons de l'Occident, en s'émancipant aussi des canons libéraux de la doctrine économique de l'Occident. Nous avons des États qui s'affirment, qui développent des stratégies hybrides, des guerres informationnelles, à des fins aussi d'intérêt économique. Si la Chine appuie sur le discours colonial, c'est qu'il marche, anticolonial plutôt, c'est qu'il marche, et derrière, vous avez évidemment des intérêts économiques. Si la France comprenait ça, si la France comprenait que nous avons affaire à des États qui ont une vision du monde claire, une vision de leur identité, une vision de leur intérêt, elle ne laisserait pas les choses aller comme aujourd'hui. Elle ne dirait pas que ce n'est qu'une minorité et qu'au fond, nous n'avons rien à faire. Ce que nous faisons depuis 20 ans, on en voit le résultat. Aujourd'hui, les problèmes ne sont pas résolus. Il faut comprendre dans quelle époque on vit aujourd'hui, et on vit dans une époque de rapport de force entre les nations. Je discutais récemment, pour les besoins de mon dernier livre que vous n'avez pas cité dans la présentation, L'ère de l'affirmation, publié aux éditions du CERF avec Jean de Glignasti, qui disait la seule valeur aujourd'hui, puisqu'on
on n'arrête pas de nous parler de valeurs. J'entendais encore le ministre des Affaires étrangères nous disait que nous allons défendre nos valeurs à l'international. Mais ça, je suis d'accord, c'est du bavardage. Mais là, il ne s'agit pas de défendre des valeurs, il s'agit de défendre l'harmonie et l'unité nationale et nos intérêts dans la zone Pacifique. Et Jean de Ginastie affirmait qu'aujourd'hui, la seule valeur que les États du Sud reconnaissent, c'est la valeur de l'intérêt national. Alors, il est temps que la France se raccroche à cette notion et comprenne qu'aujourd'hui, ses intérêts sont en cause parce qu'elle ne fait pas le travail nécessaire en Nouvelle-Calédonie et parce qu'elle fait face à des influences étrangères qui sont aujourd'hui puissante et qui ont l'intention de la déstabiliser. Et elle n'arrivera pas à faire face à ces influences si elle considère que nous sommes dans une mondialisation et qu'il n'y a que des problèmes globaux et plus d'États, ce qui est complètement faux. Est-ce que vous pensez que la France doit confronter justement les États qui s'immiscent dans les affaires entre la France et la Nouvelle-Calédonie, Max Arouane-Gastineau? Et quand vous avez des petits pays comme l'Azerbaïdjan qui déploient des moyens colossaux pour envoyer des journalistes factices, utiliser les réseaux sociaux, créer des ONG, appuyer sur un discours anticolonial qui fait écho aujourd'hui à ce que nous entendons aujourd'hui aussi dans la métropole. On nous disait ce n'est qu'une minorité, les militants de la cause en quelque sorte islamiste dans nos banlieues. Et on voit bien où on en est aujourd'hui, après plusieurs attentats. Donc il ne faut pas comme ça relativiser quelques signaux, pas faibles d'ailleurs, issus de minorités. Et oui, la France aujourd'hui ne comprend pas ce qui se passe et elle le voit comme étant des problèmes tout à fait mineurs. Alors elle fait de la gestion de crise, ça elle sait faire depuis des années, elle fait de la gestion de crise et puis elle va ensuite sortir le carnet de chèques pour reconstruire en effet la Nouvelle-Calédonie et je comprends le désarroi aussi des habitants de Nouvelle-Calédonie qui vivent avec des infrastructures vétustes ou qui ont été détruites, mais ça ne suffira pas. Et donc, quelle est la stratégie de l'État français en Nouvelle-Calédonie? Si vous n'avez pas de stratégie, ça veut dire que vous n'existez pas, qu'il n'y a plus d'État français en Nouvelle-Calédonie. Et je crains que nous soyons aujourd'hui dans cette situation. Emmanuel, je vais vous donner la parole. Je vois que vous acquiescez devant les propos de Max Arouane-Gastineau. Je suis d'accord avec... J'acquiesce à beaucoup de choses de ce qui a été dit. Je suis tout à fait... c'est ce qui se dit aussi ici, que le conflit est le résultat de tensions de pays étrangers. Si la France veut rester dans le Pacifique et par la Nouvelle-Calédonie, qu'elle aille chercher ses partenaires européens en fait, et tout l'Occident, effectivement, et qu'elle ait une stratégie et qu'elle ait un discours à répondre aux indépendantistes. Oui, Parce qu'effectivement, en fait, ce que réclament les indépendantistes, c'est juste la liberté de se vendre à qui ils veulent, en fait. Oui. C'est fort ce que vous dites. Vous avez vécu au milieu d'une tribu kanak. Est-ce que les Kanaks, aujourd'hui, ont conscience de ces enjeux? Certains en ont conscience, pas tous. Après, c'est une société qui est encore très traditionnelle et très vraiment hiérarchisée. Hier, il y a un chef coutumier dans une île qui a fait une déclaration de souveraineté sur les terres coutumières. Il dit que les représentants de toutes les aires coutumières du pays étaient présentes. J'ai discuté à midi avec mon mari, qui est un collègue qui est lui-même kanak. Il disait que lui, il n'y était pas, que pour eux, et pour l'instant, leur représentant coutumier à eux était décédé. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est toujours très flou parce que c'est toujours une culture de tradition orale. Mais ce qui est certain, c'est qu'un kanak ne peut pas vraiment... Enfin, à partir du moment où il résiste, où il refuse de rentrer dans le système, il n'existe plus socialement. Chaque kanak a son bout de terre parce qu'il fait partie d'une famille, d'un clan, il a une place dans sa société kanak. Ouais. Il décide de s'en séparer, en fait, il part. Et je discutais aussi avec des collègues qui disaient qu'en fait, l'enjeu pour les entreprises qui restent ici, pour l'industrie du nickel, qui veut continuer d'employer localement, c'est d'avoir toujours des compétences locales, en fait, parce que les expatriés, tous ceux qui peuvent, ils partent. Effectivement, comme disait M. Martinez, l'aéroport de Tontouta ne désemplit pas de gens qui s'en vont. Mais même les jeunes locaux, voilà, les jeunes locaux qui ont continué à l'école, qui sont instruits, qui sont diplômés, etc., ils partent parce qu'en fait, le dilemme, il est trop grand. Ouais. Entre se soumettre à l'organisation coutumière, qui est, évidemment, les ficelles sont tirées par des coutumiers qui sont autant pourris qu'en métropole, dont les intérêts n'ont rien à voir avec le bien-être et avec le développement de la société kanak. Oui.
Max Erwan Gastino, est-ce que vous pensez que l'Union européenne devrait se pencher sur ce problème-là, puisqu'on a compris tous les enjeux internationaux qu'il y avait derrière la Nouvelle-Calédonie? Le grand problème avec l'Union européenne, c'est que, en effet, ce n'est pas la première fois que la France tente d'impliquer davantage ses partenaires européens dans la zone Ouais. Pacifique, considérant sans doute à raison que seule, elle aura du mal à faire face justement à l'influence notamment de la Chine. Et on voit même que c'est compliqué avec nos alliés occidentaux. Je rappelle non loin de la Nouvelle-Calédonie l'affaire AUKUS qui a mis fin au contrat qui reliait Naval Group avec l'État australien suite en effet à une offensive de l'État américain, britannique et australien, une offensive qui avait d'ailleurs commencé sur les réseaux sociaux avec tout un ensemble d'acteurs hybrides, d'ONG. Ça a commencé par une guerre informationnelle qui a instillé petit à petit le doute sur les compétences de Naval Group pour répondre à temps aux commandes qui jalonnaient donc, le contrat qu'il avait signé avec Canberra. Donc, et la France n'a pas réagi. C'est un petit peu comme en Nouvelle-Calédonie, elle n'a pas réagi lorsqu'elle a vu qu'on commençait à remettre en cause sa légitimité, sa place et son influence en Australie. Elle y a vu des balivernes et le résultat est que nous avons perdu ce que nous appelions le contrat du siècle. Et donc, en effet, la France est assez isolée sur la scène internationale, elle est assez isolée en Europe. Et ce que je crois, c'est que il y a en effet un trop grand décalage entre nos ambitions et nos moyens. Nous voulons avoir une influence, nous essayons de contenir notre influence en Afrique, nous voulons essayer de retrouver une forme d'influence au Moyen-Orient. Emmanuel Macron régulièrement intervient en lien avec les événements au Liban. Nous prétendons avoir une place dans la zone Pacifique et en effet, nous avons des positions géographiques qui légitiment ces revendications, mais nous n'avons pas la puissance nécessaire. Donc moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui justement cesser les grands discours et peut-être un certain nombre d'ambitions qui ne sont pas à la hauteur de nos moyens et se concentrer sur un certain nombre de sujets tout à fait précis. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France et nous avons toutes les peines du monde aujourd'hui à faire décoller économiquement cette île qui regorge en effet de ressources naturelles. Si l'Union européenne commence un petit peu à s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie... rapidement, Max Erwan Gastino, s'il vous plaît. Oui, il y a des réserves de nickel tout à fait importantes en lien avec la transition énergétique qui est devenue un enjeu tout à fait important pour l'Union européenne. Mais l'Union européenne reste encore trop peu impliquée et la France a du mal, en effet, à embarquer ses partenaires européens dans cette zone jugée des fois trop lointaine. On va finir sur ces mots, malheureusement, même si j'imagine que vous auriez aimé encore débattre longtemps. Merci à vous tous d'avoir été parmi nous. Jean-Claude Martinez, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de droit public et de sciences politiques à l'Université de Paris-Assas et que vous avez été 22 ans député national et européen. Emmanuel, vous habitez depuis 2004 en Nouvelle-Calédonie. Et puis Max Erwan Gastino, vous êtes politologue diplômé en histoire et en relations internationales, spécialisé dans l'histoire des idées et de la philosophie politique. Et je cite donc vos derniers ouvrages, Le Nouveau procès de l'Est et le Dictionnaire des populismes aux éditions du CERF en 2019 et plus récemment L'ère de l'affirmation, donc aux mêmes éditions publiées en 2023. Merci à tous les trois et à très bientôt.